qui du coup sera enregistré et sera diffusé par la suite. Donc maintenant, je vais du coup laisser la parole donc excusez-moi, à du coup le président de l'ALEC Saint-Quentin, s'il est arrivé, et donc au responsable du coup du pôle collectivité d'énergie solidaire ici présent, donc Vincent Levistre. Bonjour à tous. Est-ce que Jean-Baptiste Amonique est présent? Il est présent. Oui, Oui, ok. bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, je suis désolé, il y a eu quelques problèmes de connexion et j'étais dans la salle d'attente, comme on dit, du Zoom. Merci Madame Romero pour votre propos introductif. Je vais évidemment pas être très long. Remercier effectivement Énergie Solidaire qui a bien accepté, qui a souhaité co-organiser ce webinaire. On fait comme on peut en ce moment, on essaye de continuer à se réunir et puis à avancer, à débattre des sujets qui sont importants pour nous, notamment sur la transition énergétique. Alors avec le contexte sanitaire, c'est vrai que le webinaire s'avère être un outil très utile. Mais je remercie Énergie Solidaire, du coup, qui, avec nous, avec l'ALEC de Saint-Quentin-en-Yvelines, propose aujourd'hui ce temps d'échange et d'information. Il sera évidemment question, ça a été dit, du décret éco-énergie tertiaire, qui, comme vous le savez, est issu du décret du 23 juillet 2019, qui impose une réduction des consommations d'énergie des bâtiments tertiaires. Tout ça vous sera évidemment expliqué. L'objectif de ce temps d'échange, grâce aux différents intervenants et acteurs qui sont avec nous ce matin, c'est d'expliquer en quoi consiste ce dispositif, quelles sont ses obligations, quels sont les objectifs aussi qui sont prévus, notamment les échéances au niveau des années, et puis les moyens techniques disponibles, les acteurs qui sont concernés, celles et ceux qui peuvent justement venir contribuer concrètement à ces réductions de consommation d'énergie. Vous faire un petit tour aussi sur de nouveaux dispositifs, notamment en termes de financement, ce qui a pu changer, ce qui a pu évoluer. Je pense à la DSIL côté plan de relance, où là, évidemment, il y a des choses assez nouvelles sur lesquelles il est important que vous soyez mis au courant. Donc tout ça, c'est l'objet de ce webinaire. Ça a été dit en introduction, n'hésitez pas à intervenir selon les modalités qui vous ont été présentées. Juste un mot de nos intervenants qui sont connectés avec nous aujourd'hui, et je tiens à les en remercier. François Marconneau du CEREMA, Nicolas Dor qui est l'adjoint au chef du service du bâtiment à l'ADEME, et puis Mamoru Samassi de la LEC Pleine Commune. Donc merci à vous en tout cas d'être présents et de participer à ce temps d'échange. Je ne pourrai malheureusement pas rester avec vous tout du long de ce webinaire, mais je ne doute pas qu'il sera productif et constructif pour vous tous. Monsieur Lévistre, je crois que c'est à vous, donc je me permets de vous donner la parole. En tout cas, merci d'être connecté ce matin. Merci Jean-Baptiste, merci. Effectivement, moi je suis très heureux aussi d'être présent et de vous voir si nombreux ce matin. C'est vrai que le décret tertiaire est un sujet qui va être important pour toutes les collectivités, notamment sur 2021. Donc merci à l'ALEC et aux équipes notamment qui ont travaillé sur l'organisation de cette matinée. Merci à nos intervenants qui ont accepté de pouvoir être présents ce matin pour vous éclairer sur ce décret tertiaire. Ce décret tertiaire, c'est quelque chose qui peut être vu comme une obligation pour les acteurs sur le territoire, avec des échéances, on va dire, qui approchent assez rapidement. Ça fait peur pour beaucoup de collectivités, mais c'est une réelle opportunité, on va dire, sur les territoires en termes de transition énergétique, parce que le bâtiment, c'est un des principaux postes de consommation d'énergie, un des principaux émetteurs de CO2, donc qu'on a un fort potentiel d'action sur un patrimoine assez vieillissant. Et puis derrière aussi parce que cette contrainte du décret tertiaire va vous permettre derrière, vous, collectivités ou acteurs du privé, de pouvoir faire des économies derrière sur le fonctionnement en ces périodes, on va dire, de contraction budgétaire à tous les niveaux. Donc, je n'irai pas plus loin non plus parce que Jean-Baptiste Amonique a déjà tout dit, a été très clair et très concis. Juste pour vous préciser effectivement que nos équipes de l'ALEC et d'Énergie Solidaire sont là, à vos côtés, pour vous accompagner sur ces sujets.
qui parfois peuvent paraître un peu compliquées à aborder. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Cynthia et Aurélie qui vont justement vous présenter ou représenter, pour ceux qui nous connaissent déjà, nos associations et en quoi on peut vous accompagner au quotidien. Donc, merci et puis bon webinaire. Merci beaucoup Vincent et Monsieur Amonique donc, pour cette présentation. Donc effectivement, je vais un peu vous présenter d'abord l'une des associations co-organisatrices, donc Énergie Solidaire. Donc voilà, l'Énergie Solidaire, c'est une association qui existe depuis plus de 20 ans maintenant. Elle a été créée d'abord dans une vocation en fait solidaire par deux étudiants triellois qui installaient donc des panneaux photovoltaïques au Burkina Faso. Aujourd'hui, on s'est vraiment ancré au niveau local dans le Nord Yvelines et on a développé pas mal d'actions. Notamment en 2002, on a mis en place donc l'espace Info-Énergie, aujourd'hui devenu espace Vert, où nous conseillons donc les particuliers autour de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, nous avons développé nos actions autour aussi de l'animation, de la sensibilisation à travers différents défis comme le défi énergie, le défi déchets, mais aussi des escape games qu'on a développés pour sensibiliser autour de la question du dérèglement climatique. On a également un défi école pour sensibiliser les plus jeunes à ces thèmes-là, mais également des soirées thermiques un peu plus tournées vers justement la sensibilisation à proprement dite sur la rénovation énergétique. Suite donc à cette première implantation, nous avons incorporé le dispositif Conseil en énergie partagée en 2012, qui permet donc aux collectivités locales de moins de 10 000 habitants en fait, de bénéficier d'une expertise énergétique pour justement améliorer leur patrimoine communal. En 2014, excusez-moi, nous avons donc aussi mis en place un accompagnement spécialisé pour les ménages en situation de précarité énergétique. Voilà, à côté, en collaboration avec du coup, le réseau pour la transition énergétique, le CLER. Et en 2018, donc, nous continuons nos activités on revient vers ce côté solidaire et bénévole où nous réalisons effectivement des chantiers solidaires en éco-construction et on accompagne des ménages qui en ont le plus besoin. Voilà, aujourd'hui, nous avons développé pas mal d'actions, donc comme je vous ai dit, dans le thème de la sensibilisation et nous continuons nos actions auprès de tous les acteurs du Nord-Yvelines. Voilà pour une rapide introduction donc, de notre association. Je vais laisser la parole du coup à Aurélie pour présenter donc l'ALEC Saint-Quentin. Merci, bonjour à tous. Donc moi, je suis conseillère en énergie partagée à l'ALEC de Saint-Quentin en Yvelines. Donc nous, on est également une association loi 1901. On est là pour accompagner toutes les collectivités locales dans le centre et sud Yvelines, donc en complémentarité avec Énergie Solidaire qui sont sur le Nord Yvelines. Donc sur tous les enjeux de transition énergétique, de performance énergétique, de lutte contre le changement climatique. Donc on a deux missions principales, informer et sensibiliser, donc à travers notamment toutes les animations territoriales que l'on propose. Donc ça va du défi énergie, défi zéro déchet, visite de maisons exemplaires rénovées. Également le concours maison économe qu'on réalise en partenariat avec Énergie Solidaire. Et deuxièmement, conseiller et accompagner, donc toujours de façon neutre et indépendante, l'ensemble des acteurs du sud des centres Yvelines, donc notamment les particuliers et les conseils syndicaux grâce à notre espace Vert. Également les très petites entreprises et les collectivités, donc notamment les accompagnants sur tout ce qui est plan climat et énergie territoriale et la mission de conseiller en énergie partagée. Donc comme l'a expliqué Cynthia juste avant, voilà, on exerce la même mission sur le sud Yvelines, donc accompagner les petites communes sur tout ce qui est maîtriser la performance énergétique de leur parc, de leurs bâtiments et de l'éclairage public. Donc voilà, sur la présentation, je vous ai mis le guide de nos missions détaillées. Donc on vous l'enverra à la fin de la présentation. Vous pourrez cliquer sur le lien pour avoir l'ensemble des détails. Donc je vais sans plus attendre passer la parole à Monsieur Marconneau du CEREMA, voilà, qui va nous présenter le décret tertiaire et quels sont les différents objectifs du décret. Oui, bonjour. Je vais juste partager mon écran. Je ne peux pas le faire si vous ne départagez pas le vôtre, a priori. Ah, merci.
Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, Oui, c'est bon. Donc, bonjour à tous, François Marconneau du CEREMA de France. Le CEREMA est un établissement public rattaché au ministère de la Transition écologique et nous participons entre autres au portage des politiques publiques, dont ce texte, d'où ma présence aujourd'hui. Du coup, on n'aura pas forcément toutes les réponses aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que le décret tertiaire est un texte qui est encore assez récent, qui se met en place, qui est prêt, hein, mais voilà, il y a toujours des points particuliers à traiter. Donc, par la suite, on reste disponible toujours pour répondre aux questions, mais sachant que l'Énergie solidaire ou l'ALEC de Saint-Quentin auront aussi les réponses. Voilà, et donc, pour ma présentation, je vais plutôt m'axer sur les obligations des textes. Alors, tout au long de la présentation, à chaque fois, pour chaque obligation, chaque exigence, on va dire si c'est issu de la loi Elan, du décret ou de l'arrêté. Mais dans le fond, peu importe, c'est plus si vous les retrouvez, hein, si vous les retrouvez plus tard, le texte réglementaire qui va avec. Donc, ce décret tertiaire est issu de la loi Elan du 20 novembre 2018. Ensuite, il y a eu un décret et un arrêté du 10 avril 2020 où il y aura des arrêtés modificatifs qui vont venir au fur et à mesure pour fixer des seuils en valeur absolue. Donc, on va en parler en cours de route. Voilà. Ce texte va concerner tous les bâtiments à usage tertiaire, donc uniquement usage tertiaire. Donc, on verra après comment, enfin, finalement, qu'est-ce qu'un usage tertiaire, c'est pas si évident. Les bâtiments existants à la date de publication de la loi Elan, donc au 24 novembre 2018, les bâtiments qui n'existaient pas à cette époque ne sont pas concernés. Il y a des obligations d'action de réduction de la consommation avec des mesures réelles qui seront faites, c'est-à-dire que les obligations d'action avec une exigence de résultat derrière. Et concerne tous les usages de l'énergie, c'est-à-dire que souvent vous avez dans les réglementations uniquement le chauffage, la climatisation, l'éclairage qui sont concernés, enfin, la ventilation. Et là, on va aussi inclure tout ce qui est lié à l'usager, donc tout ce qui est immobilier, donc les ascenseurs sont inclus dedans, tout ce qui est surprise électrique, donc les ordinateurs, les photocopieurs, etc. sont dedans. Et on va mesurer l'énergie finale consommée. Donc on parle bien uniquement en énergie finale, hein, pas en énergie primaire. Donc, les objectifs visés par les actions, ça va être des économies d'énergie à réaliser, une obligation d'économie d'énergie à réaliser pour les années 2030, 2040, 2050. On va surtout axer la présentation sur 2030, ce qui est la première échéance. Alors, 2030 qui peut paraître loin, mais qui n'est pas si loin. Quand on va voir les objectifs de la réglementation, vous verrez que 2030 arrive très vite. Et les exigences, il faut respecter une des deux options. Soit on s'engage à diminuer notre consommation de référence, enfin, en gros, sa consommation actuelle, on va y revenir, hein, de 40% d'ici 2030, 50% en 2040, 50% en 2050, soit on respecte une consommation en valeur absolue, une valeur absolue à ne pas dépasser. Alors là, c'est surtout pour les bâtiments plus récents qui sont déjà assez performants. Enfin, on se rend bien compte qu'un bâtiment post-2010 ou RT 2012, on ne pourra pas faire des économies de 40% dessus, c'est quasi impossible. Donc, on va essayer plutôt d'atteindre l'objectif valeur absolue. Et donc, vous avez le choix pour chacun de vos bâtiments de respecter l'option 1 ou l'option 2. Cette réglementation va concerner à la fois les propriétaires et les preneurs à bail, c'est-à-dire que chaque partie, donc là, c'est pour tout ce qui est tertiaire loué. Alors, le locataire et le propriétaire ont des obligations. Donc, chacun doit remonter ses consommations d'énergie. Le plan d'action doit concerner les deux, etc. Sachant que, comme dans le cas du DPE, quand vous vendez ou vous louez un bâtiment tertiaire, il va falloir donner le certificat qui montre si on respecte ou non le décret tertiaire, si on est loin ou non de le respecter. Donc dans le bâtiment. Et il y a aussi une obligation d'affichage, un peu comme dans le DPE pour les ERP. Je vois qu'il y a des questions-réponses. Si vous voulez, on répond à la. Je ne sais pas ce qui était prévu, on répond à la toute fin du coup aux questions ou vous répondez au fur et à mesure à l'écrit, peut-être. L'idée, c'était de répondre aux questions après votre intervention. Ok, très bien. Oui, écrivez-les bien au fur et à mesure pour pas les oublier en cours de route. Donc, le champ d'application exact, ça va être des activités tertiaires, activités marchandes ou non marchandes, mais uniquement les bâtiments dont la surface cumule plancher est supérieure ou égale à 1000 m² de tertiaire.
Alors, donc, tous les petits bâtiments, du coup, sont exclus. Par contre, on raisonne à l'échelle de l'unité foncière. C'est-à-dire que si vous arrivez sur un site, par exemple un collège, sur un site qui a 4 bâtiments de 300 mètres carrés chacun, on va sommer les 4. Vous serez à 1200 mètres carrés et donc vous serez soumis au décret tertiaire. Voilà, dans les parties de bâtiments à usage mixte, c'est-à-dire par exemple du tertiaire dans des logements d'habitation, alors là, vous y êtes soumis uniquement si la partie tertiaire dépasse les 1000 mètres carrés. Et si les surfaces bougent, par exemple, vous êtes à plus de 1000 mètres carrés en ce moment, mais qu'en détruisant un bâtiment désaffecté, vous le détruisez, vous êtes à moins de 1000 mètres carrés, l'obligation perdure. Et cette réglementation, alors ça nous concerne moins, alors, hein, mais ça s'applique aussi aux DOM. C'est un des rares textes finalement où les exigences sont un peu les mêmes dans les deux situations, DOM et métropole. Zoom sur le tertiaire. Donc, je disais au début, le tertiaire, finalement, c'est des vraies questions. Finalement, qu'est-ce qu'un bâtiment tertiaire? Donc, c'est la première notion à maîtriser. En fait, dans les textes, on est reparti un peu sur une définition qui dit que le tertiaire, c'est tout ce qui n'est pas primaire et pas secondaire, grosso modo, et pas logement, hein, forcément. Donc, le primaire, le secteur primaire regroupe les activités d'exploitation des ressources naturelles, donc, par exemple, tout ce qui est agriculture. Le secteur secondaire, c'est tout ce qui va transformer les produits du secteur primaire. Et tout ce qui n'est ni dans l'un ni dans l'autre cas, on est tertiaire. Et ensuite, pour la surface à prendre en compte, donc la surface qui est assez importante finalement, parce que il y a des bâtiments qui seront autour des 1000 mètres carrés, donc à quelques mètres carrés près, on peut être soumis au texte ou non. Donc, on somme bien les surfaces derrière sur une même unité foncière ou un même site, et on prend la surface de plancher, qui est définie par le code de l'urbanisme. Alors, sachant que là, en tertiaire, la surface de plancher n'est pas une surface qui est toujours connue. Donc, on accepte de prendre, d'utiliser la surface utile brute, qui est une surface qui est plus utilisée dans les bâtiments tertiaires, ou pour les commerces, la surface commerciale utile. Alors, sachant que pour les centres commerciaux, du coup, vous aurez la surface commerciale utile auquel il faudra ajouter tous les surfaces communes. Et vous excluez de ces surfaces. Alors là, c'est défini au code de l'urbanisme, mais je le rappelle, vous excluez tout ce qui est aménagé pour le stationnement. Par exemple, un bâtiment de 900 mètres carrés avec 200 mètres carrés de parking souterrain, on est à plus de 1000 mètres carrés, mais les parkings sont exclus, donc vous êtes bien à moins de 1000 mètres carrés, donc vous n'êtes pas soumis au texte. Et tout ce qui est surface de locaux techniques, donc les chaufferies, les locales poubelles, etc. Il y a quelques exclusions à ce décret tertiaire. Donc, tout ce qui est construction provisoire, même si je ne sais pas si on a des constructions provisoires de plus de 1000 mètres carrés, mais bon, en tout cas, on n'y est pas soumis. Tout ce qui est lieu de culte, alors voilà, malheureusement, toutes les églises, par exemple, qu'il y a dans les communes ne sont pas soumises au texte. Et tout ce qui est activité opérationnelle à des fins de défense, sécurité civile ou sûreté intérieure. Alors, par exemple, une base militaire, une caserne de pompiers, ou une tour de contrôle aérienne ne seront pas soumis à ce texte. En fait, ils ont des exigences et des obligations supérieures à l'énergie. Alors, je vais présenter le texte à travers ce qu'on appelle les 3 A, c'est-à-dire agir, adapter, attester. C'est un peu la logique quand le texte a été créé sur comment le prendre en compte. Donc, la première étape, ça va être agir pour réduire toutes les consommations. Donc, je vais revenir en détail à chaque fois sur chaque point. Donc, avec l'obligation de rédiger un plan d'action pour voir qui est responsable de quoi aussi, entre locataire et bailleur, qui doit faire quoi, les échéances et les objectifs à obtenir, à réaliser. Ensuite, on peut adapter les objectifs de consommation. C'est-à-dire que suivant les cas, un bâtiment historique, par exemple, ou un bâtiment qui est occupé de façon un peu différente, sous-occupé, suroccupé, on n'aura pas forcément les objectifs. Et ensuite, déclarer les consommations annuelles et attester les résultats réels obtenus. Alors, il faut bien insister sur le mot réel, c'est-à-dire que c'est un texte qui ne se limite pas à la théorie, c'est-à-dire on ne dit pas en faisant telle action, en théorie, on aura tant d'économie d'énergie. Non, on est bien sur de la mesure réelle annuelle. Voilà, donc agir pour réduire les consommations d'énergie d'ici 2030 pour la première échéance. Donc, il faut mettre un plan d'action avec échéancier pour bien mettre en œuvre nos actions. Utiliser les 4 leviers d'action possibles. Donc, juste après, je vais vous présenter, vous avez 4 façons de faire des économies d'énergie qui sont acceptées dans
dans le texte, mais finalement, vu que c'est de la mesure réelle, ben, ça couvre à peu près toutes les actions que vous pourriez réaliser. Quantifier les gains obtenus, évaluer les gains attendus, et ensuite respecter les échéances par décennie, 2030, 2040, 2050. Alors, les 4 types d'actions qui sont acceptables, ça va être la performance énergétique des bâtiments. Donc là, on parle plutôt de l'enveloppe, donc tout ce qui est isolation, fenêtres, etc. Ensuite, l'installation d'équipements performants. Donc, remplacer une chaudière ancienne par une chaudière avec des rendements plus performants, par exemple, ou installer des équipements de gestion active de ces équipements, avoir une meilleure régulation. Alors, avec un petit point de vigilance, vous ne pouvez pas, par contre, remplacer un équipement par un qui émettra plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, je vais caricaturer un peu, mais vous ne pouvez pas remplacer un radiateur électrique par une chaudière fuel, même si c'est un super rendement. Voilà. Ensuite, tout ce qui est modalité d'exploitation des équipements. Alors là, on voit bien, mais tout le monde s'en rend bien compte quand on fait des suivis instrumentés des bâtiments, on se rend compte que finalement, on a quand même beaucoup de consommation, alors d'éclairage, de chauffage ou même d'équipements électriques qui ont lieu hors période d'occupation, par exemple, qui ont lieu la nuit ou le week-end quand le bâtiment est vide. Donc là, ça va être aussi une des premières sources d'économie finalement. Et tout ce qui est usage, avoir un usage économe en lien avec les occupants. Donc ensuite, adapter les objectifs. Déjà en réfléchissant bâtiment par bâtiment soumis au décret, est-ce que l'on respecte l'option 1, c'est-à-dire une réduction au pourcentage, ou est-ce qu'on respecte l'option 2 qui est la valeur absolue? Ensuite, on voit si on veut moduler nos objectifs en fonction de la densité de l'activité, les contraintes technico-patrimoniales et les contraintes technico-économiques. On va y revenir plus en détail. Et on peut mutualiser sur un patrimoine, c'est-à-dire, imaginons dans une commune, vous avez 10 bâtiments qui sont soumis au décret tertiaire, 10 bâtiments de plus de 1000 m². Vous pouvez faire un peu moins d'économies sur un bâtiment, mais plus sur un autre. Et donc, au global, vous allez respecter votre objectif 2030. Donc là, on est vraiment dans la logique de gestion patrimoniale. Et même, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez raisonner bâtiment par bâtiment, mais finalement, il vaut mieux raisonner avec une logique patrimoniale pour aller viser les bâtiments, finalement les bâtiments les plus énergivores aussi. Donc, les deux options pour respecter le décret tertiaire. Alors, le premier, qui est l'objectif relatif. Donc, vous avez, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je la passe, mais je pense, vous avez une consommation de référence à choisir. Une consommation de référence, ça va être votre consommation entre une année à choisir entre 2010 et 2019. Alors, à la base, c'est entre 2010 et 2020. Mais il a été décidé d'interdire le choix de l'année 2020. Bon, parce qu'en 2020, de toute façon, on a des consommations qui ont assez peu de sens, que beaucoup de bâtiments ont été fermés à cause de la pandémie. Et si aucune année de référence n'est choisie, par défaut, ça sera la première année saisie. Donc, du coup, ça sera l'année 2020, hors 2020, donc 2021, qui sera l'année de référence. Donc, si par exemple, vous prenez l'année 2014, donc ça, c'est vous qui décidez, vous prenez l'année 2014 sur votre bâtiment, vous avez votre consommation de référence. Et en 2030, vous devez faire 40% de moins en consommation. Voilà. En 2040, vous devez faire 50% de moins, et 2050, 60% de moins en consommation énergétique. Alors, 40% de moins, modulo, quelques modulations en fonction de l'intensité d'usage. Donc, on va y revenir. Donc là, vous avez quand même, pour choisir votre année de référence, vous avez quand même un choix qui est assez stratégique finalement. Ça va impacter complètement vos objectifs pour les 30 ans qui viennent. Et le deuxième objectif, ça va être de respecter une valeur seuil. Dire, pour tel bâtiment, vous n'avez pas le droit de dépasser 100 kWh par an, par exemple. Donc, on va voir comment ça marche. Sur ces objectifs options absolues, alors ça fait l'objet en fait d'arrêtés modificatifs qui vont venir. Il y aura un tableau par type de bâtiment. Donc pour le moment, le premier arrêté est sorti là, et on connaît les objectifs pour tout ce qui est bureau et enseignement. Et donc après, c'est sous-découpé. Alors pour bureau, vous avez bureau, open office, flex office. Pour enseignement, vous avez maternelle, primaire, voilà, les collèges, lycées, internat. Vous avez des objectifs différents en fonction de chaque cas. Je vais directement montrer comment ça marche. Je reviendrai un peu en arrière après. Voilà, on fait de l'arrêté de des tableaux comme ça. Donc, un tableau où on ne comprend pas forcément grand-chose. Mais
et qui va vous permettre de savoir quelle est la valeur à respecter en 2030. Donc là, par exemple, en Île-de-France, pour la composante CVC, on est en H1A, donc Île-de-France, vous serez là, altitude inférieure à 400 mètres. Donc, vous devrez respecter sur la partie CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation, vous devez respecter 57 kWh par mètre carré par an. Et par rapport aux usages, 50. Donc, en tout, vous devez être inférieur à 107 kWh par mètre carré par an en 2030. Sauf s'il y a des modulations. C'est-à-dire que vous avez à saisir en fait votre taux d'occupation, l'amplitude horaire, l'heure où le bâtiment est occupé, etc. Et automatiquement, l'outil va vous moduler en fait l'objectif. C'est-à-dire que si le bâtiment est suroccupé, forcément, vous allez consommer plus. Donc, il y aura une modulation sur cette exigence. Voilà. Et à terme, le but, c'est d'avoir un tableau comme ça pour tous les types de tertiaires possibles et imaginables. Donc pour ça, on se base sur les codes NAF de l'INSEE pour oublier aucune catégorie. Voilà. Et donc actuellement, il y a 3 catégories qui sont disponibles, tout ce qui est bureau, enseignement et logistique du froid. Voilà, donc pour chaque bâtiment, vous devez respecter l'option 1, la valeur relative, ou l'option 2, la valeur absolue. Et il y a une possibilité donc de mutualiser les résultats à l'échelle de toute ou partie du patrimoine soumis à l'obligation. Donc, si vous voulez, vous n'avez pas d'objectif en tant que tel à l'échelle d'un patrimoine, mais en fait, vous pouvez, en saisissant bâtiment par bâtiment sur la plateforme, vous aurez un objectif bâtiment par bâtiment. Et donc, en sommant les consommations objectifs 2030 pour chaque bâtiment, vous avez un objectif finalement au niveau du parc que vous devez respecter comme vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez respecter en travaillant beaucoup plus sur un bâtiment et moins sur d'autres. Pour les modulations qui existent, on a dit tout à l'heure qu'on pouvait moduler nos objectifs. Donc, il y a la modulation sur le volume d'activité. Donc là, on en a parlé. Vous allez, finalement, c'est le taux d'occupation, le nombre d'heures de bâtiments occupés, etc. Là, c'est automatique. Et ensuite, vous pouvez déposer un dossier pour demander une modulation des objectifs par rapport aux contraintes du bâti ou à cause des actions qui ont un coût manifestement disproportionné. Alors, si vous déposez un dossier, il faut, sur la plateforme Opera, donc il y a des exigences à respecter avec des pièces obligatoires à rendre et une étude énergétique à faire. Sachant que demander une modulation n'annule pas votre objectif de résultat. C'est-à-dire que vous allez pouvoir peut-être, avec la modulation, consommer beaucoup plus, mais ça ne vous empêche pas de faire des actions quand même d'économie d'énergie. Il faut quand même déposer un plan d'action. Donc le dossier technique, on ne va pas trop s'y attarder, sachant qu'il y a l'arrêté modificatif qui est sorti récemment, qui liste toutes les pièces à rendre dans ce dossier. Vous avez un peu de temps, on a jusqu'à 2026 pour déposer un dossier pour demander une modulation. Même on peut commencer à y penser dès maintenant. Donc, obligatoire, je vais juste insister sur le dernier point, même si vous déposez une application, il faut déposer aussi un programme d'action. Donc, les modulations peuvent être dues aux contraintes techniques sur le bâti. Par exemple, ne pas créer de pathologie sur un bâti existant. Enfin, on ne peut pas prescrire une isolation par l'extérieur ou une isolation conventionnelle, on va dire, sur n'importe quel bâtiment. Modulation due aux contraintes architecturales ou patrimoniales, surtout pour les bâtiments historiques. On se rend bien compte que dans les bâtiments historiques, on n'a pas la même marge de manœuvre que dans les bâtiments qui sont plus récents. Voilà, et donc une modulation, on peut demander une modulation si les coûts sont manifestement disproportionnés. Donc par exemple, pour l'enveloppe, si vous démontrez que les coûts sur l'enveloppe ont un temps de retour supérieur à 30 ans, sur les équipements, un temps de retour supérieur à 15 ans, ou sur tout ce qui est exploitation, où vous avez un temps de retour supérieur à 6 ans, vous pouvez demander une modulation. Parce qu'on est dans le cas d'un coût disproportionné par rapport aux gains attendus. Voilà, alors ces dossiers de modulation ne sont pas faits par n'importe qui. Donc, ça peut être fait en interne, si vous avez des compétences, il faut juste que la personne puisse faire des audits énergétiques. Voilà, et pour finir, déclarer et attester. Alors là, c'est vraiment sur la plateforme Opera, donc je ne vais pas détailler plus que ça, cette partie, comme c'est la présentation qui suit. Un exemple, concrètement, comment ça se passe, une collectivité, par exemple, une collectivité à 15 bâtiments de surfaces diverses et variées.
Donc, la première étape, ça va être finalement de se dire qui, dans mes bâtiments, qui est soumis au décret tertiaire, qui ne l'est pas. Voilà, et on ne saisit que les bâtiments qui y sont soumis. Donc là, on a un exemple, par exemple, seuls 2 bâtiments dépassent les 1000 mètres carrés. Très bien, donc il faut connaître la surface, le statut et l'affectation, voir quel service c'est, etc. Et donc, au premier semestre 2021, donc pour les 2 bâtiments, il faudra compléter sur Opera les fichiers de données qui sont nécessaires. Alors, sachant que 2021, c'est une date qui peut peut-être glisser, hein, je ne sais pas. Voilà, comme ça, le décret se met en place. Peut-être que le calendrier va un peu bouger. Donc, il y a quelques pièces à récupérer sur ces bâtiments. Donc, vous avez la liste exhaustive des pièces à retrouver dans l'annexe 6 de l'arrêté modificatif du 24 novembre 2020. En sachant qu'il y a des pièces qui sont obligatoires et qui sont facultatives, donc vous ne pouvez pas tout retrouver. Voilà. Et donc, au second semestre 2021, vous pouvez commencer à rassembler l'ensemble des documents techniques de ces bâtiments, par exemple, tout ce qui est plan, DOE, commencer à penser à quels travaux, quel levier d'action on a sur ces bâtiments. Donc, commencer à les envisager. Voilà. Alors là, la plateforme Opera, je vais passer vite. C'est la présentation qui suit, hein, donc on ne va pas la détailler maintenant. Et donc, qui va vous fournir une attestation annuelle. Donc, tous les ans, finalement, tous les ans, vous allez devoir remplir en septembre ou plus tard les consommations de l'année N-1. Et donc, on va voir si vous êtes loin ou proche, la plateforme va vous dire si vous êtes loin ou proche de vos objectifs 2030. Juste une petite synthèse de calendrier. Alors, ça, c'est le calendrier actuel, c'est-à-dire qu'on peut glisser de quelques mois éventuellement. Et pour le moment, voilà le calendrier. Alors, là, on mélange un peu ce qui est obligatoire et ce qui est conseillé. Donc, avant le 30 septembre 2021, donc avant cette année, nommer un pilote pour chaque gestionnaire de parc. Voilà, et associer les personnes et les services concernés. Recenser son patrimoine et connaître, savoir quel est son patrimoine qui est concerné par ce décret tertiaire. Et récupérer les données de consommation des bâtiments. Donc, plus vite vous avez vos données de conso aussi, plus vite vous pouvez analyser votre année de référence et voir quelle année vous prenez. Créer un compte sur Opera et saisir la consommation 2020 des bâtiments assujettis et commencer à réfléchir au plan d'action. D'ici 30 septembre 2022, poursuivre l'établissement du plan d'action et commencer les actions les plus simples que vous pouvez initier tout de suite. Choisir sur Opera l'année de référence, si vous prenez l'option 1, et tous les ans, jusqu'à 2030, saisir avant septembre les consommations de l'année N-1. Alors, sachant qu'il y a des conventions qui seront passées entre Opera et des opérateurs, pas des prestataires d'énergie, mais ça, je pense que Nicolas Doril, l'ADEME, en parlera. Voilà, et avant le 30 septembre 2026, déposer, le cas échéant, une demande de modulation. Pour s'informer sur ce décret tertiaire, vous avez surtout une foire aux questions sur le site de Opera qui est déjà disponible. Et c'est là que le ministère, finalement, c'est vraiment le site qui va faire référence. Hein. Donc, c'est là que le ministère répond directement, liste des questions et répond directement aux questions accessibles à tous. Voilà. Et le CEREA aussi fait un dossier, donc vous avez le lien aussi dessous avec les obligations qui résument, qui synthétisent un peu tout ça. Voilà pour ma présentation. Merci. Alors, on a quelques questions. De Patrick Gauthier, quid des bâtiments contraints, par exemple des bureaux qui sont situés dans un château, à proximité d'un château qui est classé monument historique, je suppose, oui, pour lequel un gain important a déjà été obtenu juste avant l'apparition de cette obligation. Alors, si les travaux ont été faits après 2010, finalement, vous pouvez prendre l'année comme année de référence l'année avant. C'est-à-dire si les travaux ont été faits en 2014, par exemple, vous pouvez prendre comme année de référence 2013. Vous voyez ce que... Je ne sais pas si je suis très clair. C'est sûr que si les travaux ont déjà été faits et qu'en 2014, vous prenez l'année de référence 2015, ça va être compliqué de faire 40% supplémentaire d'économie. Mais ensuite, vous avez une modulation vis-à-vis des règles d'urbanisme. C'est vrai que j'ai passé un peu vite sur les modulations. Voilà, vous avez quand même sur les contraintes techniques sur le bâti,
Si vous avez des modifications non conformes aux servitudes relatives aux droits des sols, droits de propriété, aspect des biens des personnes, aspect de façade et leur implantation, voilà. Donc, quand vous êtes dans une zone finalement monument historique, ben, vous ne pouvez pas changer la façade comme vous voulez. Hein. Oui, alors l'année de référence, je vois la question, quand vous êtes à 2010. En fait, l'année de référence doit être après 2010. Mais vous choisissez l'année que vous voulez. On a quelques autres questions dans le chat. Alors, pour les prochaines questions, pensez bien à les poser dans l'onglet Q et R. Normalement, vous avez un petit onglet Q et R. Donc, on a une question. Quels sont les objectifs cibles pour les bâtiments qui sont déjà engagés dans la démarche d'eux-mêmes? Et sur quels textes sont inscrits et quelles valeurs de référence sont à prendre en compte? C'est-à-dire les bâtiments qui sont déjà engagés. Je n'ai pas compris. Vous voulez dire des bâtiments qui ont déjà eu des rénovations, c'est ça? Alors, je ne sais pas si la personne peut préciser un peu sa question. Voilà, qui ont déjà fait des travaux. Voilà, dans le même cas, hein, c'est-à-dire que si les travaux ont eu lieu après 2010, ben finalement, soit vous prenez une année de référence avant, avant les travaux. Et si les travaux, par exemple, ont lieu en 2009, donc là, vous ne pouvez pas remonter avant. Si vos bâtiments sont déjà très performants, ben en fait, il vaut mieux que vous essayez de respecter l'option 2, l'option 2 qui est en valeur absolue. Vous aurez du mal à faire 40% supplémentaires si les bâtiments sont déjà performants. Par contre, peut-être que vous respectez déjà sans rien faire l'option 2. Il faut garder. On a une personne qui nous demande si les gymnases ou lieux de pratique sportive et culturelle sont concernés par le décret. Oui, ils sont concernés. Alors, ils sont concernés. Par contre, vous n'avez pas encore. Alors, les gymnases de collège doivent être avec la partie collège, la valeur absolue. Par contre, pour tout ce qui est bâtiment culturel, vous n'avez encore pas les valeurs de l'objectif 2030 absolu. Ça va arriver un peu plus tard. Mais ils sont concernés s'ils font plus de 1000 mètres carrés, plus de 1000 mètres carrés toujours. Hein. Enfin, le gymnase, ça dépend. Le gymnase qui est sur le même site que le collège, mais il est concerné si l'ensemble des bâtiments fait plus de 1000 mètres carrés. Et il rentre dans l'obligation par ce biais. On nous demande où est disponible l'outil de simulation et de suivi des objectifs. Alors, c'est la plateforme Opera, c'est la plateforme qui suit. Si je reviens à toute fin, en fait, c'est le site, le site de référence, hein, c'est celui-là, là, opera.den.fr. C'est là aussi que vous avez la FAQ. On va prendre peut-être une dernière question avant la prochaine présentation. On nous demande s'il y a des sanctions prévues en cas de non-respect des objectifs. Oui, il y a des sanctions. Alors, c'est vrai que je n'en ai pas reparlé. Alors, les sanctions sont plafonnées, c'est-à-dire que pour un maître d'ouvrage, en cas de non-respect, de mémoire, hein, c'est 7 500 € pour une personne morale et 1 500 € pour une personne physique maximum. Donc, vous voyez que les sanctions sont pas finalement, les sanctions financières ne sont pas si lourdes. Par contre, on compte plus finalement sur la publicité négative, c'est-à-dire que comme il y a un affichage du résultat de l'atteinte ou non du décret tertiaire, est-ce qu'on y arrive, est-ce qu'on est très loin, est-ce qu'on y est proche, et ben, un affichage à l'entrée, plus une mauvaise publicité en cas de vente ou location du bâtiment. Donc finalement, on est plus sur les pays anglo-saxons appellent ça le name of shame, c'est-à-dire nommer les mauvais élèves, quoi. Mais effectivement, il y a des sanctions qui sont prévues. Ok, donc pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. N'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure dans l'onglet Q et R. On y répondra peut-être à la fin si on a encore du temps. On va passer à la présentation de Monsieur Nicolas Doré de l'ADEME. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. On vous entend. N'hésitez pas à partager votre écran. Maintenant, vous pouvez le faire. Très bien, super. Désolé pour le retard. Aussi. Et merci à Monsieur Marconneau pour son intervention qui a été très claire, je pense. Ok. Une petite seconde, le temps que je partage. Est-ce que c'est bon de votre côté? Oui.
Voilà, n'hésitez pas à le mettre en plein écran, on voit très bien votre écran. On se donne à peu près 15 minutes, c'est ça, sur cet aspect plus spécifique à Opéra? Oui, à peu près 15-20 minutes. D'accord, très bien. Ok, donc bonjour à tous. Voilà, alors je me présente, donc, je suis Nicolas Doré, je suis chef de service adjoint du service bâtiment de l'ADEME. Et donc l'ADEME est officiellement et réglementairement en charge de la mise en œuvre de la plateforme Opéra, qui est donc l'outil de suivi et de saisie des consommations du parc tertiaire dans le cadre du dispositif éco-énergie tertiaire. Donc, si je comprends bien, vous en avez déjà eu une présentation du dispositif dans son ensemble entre le décret et ses arrêtés associés. Donc là, l'objet de la présentation est quand même d'être plus focusé, on va dire, sur le développement de cet outil Opéra, qui est effectivement un outil assez central avec des dates et des échéanciers là, qui commencent à se rapprocher. Donc, évidemment, la demande est assez soutenue pour qu'on partage un petit peu l'avancement. Donc, alors, à savoir sur Opéra, donc nous en avons la totale maîtrise d'ouvrage avec l'idée que l'objectif, c'est que cet outil soit pleinement le reflet de ce qui est écrit dans le décret et les différents arrêtés, ce qui fait que l'ensemble des données qui sont évoquées dans les différentes tables de l'arrêté qui est paru en janvier de cette année sont les données globalement dont chaque assujetti doit avoir sous le coude pour ensuite remplir Opéra. Donc, ce sont finalement d'abord ce genre de questions que nous avons en disant mais qu'est-ce qu'il va falloir que je remplisse dans Opéra? Je pense que vraiment la première des choses à faire en assujetti, c'est de regarder ces tables. Hein, c'est l'annexe 5, je crois, de l'arrêté modificatif, l'annexe 6, pardon. Qui reprend vraiment pour déterminer un bâtiment, pour déterminer une consommation, pour déterminer un compte, voilà de quelles données exactement j'ai besoin. En termes d'avant-propos et d'échéancier, il faut avoir en tête quand même que 2021 est vraiment une année d'apprentissage. Alors, quand vous lisez l'arrêté, la première chose, c'est qu'il est écrit formellement que 2020 est une année non représentative, puisque voilà, pour les raisons sanitaires que tout le monde connaît, la consommation d'un bureau en 2020 n'est absolument pas représentative et donc elle ne sera pas exploitée, elle ne sera pas utilisée dans le suivi, on va dire, du dispositif. Par contre, on peut vraiment, on va dire, profiter presque de cette situation pour se dire, saisir ma conso 2020, c'est peut-être un bon entraînement, c'est un bon moyen donc, de se dire que 2021 peut être une année d'apprentissage. Ce qu'on se dit aussi, c'est que 2021, ça va être l'année la plus chargée en termes de saisie de données. Parce qu'en fait, comme on démarre Opéra, un assujetti va avoir plein de choses à faire. D'abord, se déclarer son compte avec un nom de contact, première chose à faire. Deuxième chose, il devra déclarer son patrimoine. Voilà, l'ensemble des bâtiments avec les catégories, sous-catégories associées qui lui permettront ensuite de pouvoir saisir ses consommations. Donc, vous savez, hein, le 30 septembre de chaque année, l'assujetti devra avoir saisi les consommations de l'année précédente. Et ça commence cette année avec l'idée de devoir déclarer l'année 2020 au 30 septembre 2021. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que finalement, il n'y a que cette année où on va devoir remplir tout ça. Parce que les années prochaines, en 2022, en 2023, les comptes, ils auront été créés, les bâtiments, ils auront été globalement saisis. C'est-à-dire qu'il y aura eu des modifications, mais le gros du patrimoine aura déjà été saisi. Donc, vous voyez que 2021, non seulement on commence, hein, on apprend tous ensemble, mais en plus, c'est là où il y a le plus de choses à faire. L'idée aussi que 2021 soit quand même une année où, pareil, c'est quand même un outil extrêmement complexe à mettre en œuvre parce que le tertiaire, il n'y a quand même pas un cas qui se ressemble. Donc, l'idée de devoir aussi apprendre avec vous et que, au maximum, d'avoir des retours utilisateurs de l'ergonomie du parcours utilisateur, de comment j'utilise Opéra et ce qui peut permettre aussi, nous, de faire évoluer l'outil. En quatrième point qui est important dans la philosophie de développement de l'outil, c'est de se dire on va quand même, pour l'instant, en première version, en première mouture de l'outil, d'avoir un outil sur lequel on va travailler la complétude. L'idée, c'est qu'on n'ait pas des droits d'accès très rigides, qu'on n'ait pas non plus des contrôles de cohérence dans tous les sens,
qui fait qu'un assujetti qui démarre soit tout de suite bloqué et qui se dise je ne peux même pas saisir ça parce que évidemment, il n'aura pas vu que la surface qu'il avait saisie n'était pas la bonne ou que la sous-catégorie n'était pas la bonne. L'idée est pour l'instant d'avoir un outil relativement souple pour faciliter le remplissage et surtout faciliter la manipulation de l'outil pour qu'au fur et à mesure des années, on ait ensuite la possibilité pour nous et les HUP, le ministère derrière, d'être plus exigeant, d'avoir des contrôles de cohérence, des droits d'accès plus restreints entre un propriétaire et un locataire, voilà, ces choses-là. Donc, il y a vraiment cette idée aussi d'être relativement souple. Vous avez le calendrier devant les yeux. Donc, vous voyez, je ne sais pas si c'est très clair, hein, mais en rouge, là, en pointillé rouge, c'est le 30 septembre 2021, qui est donc la date limite de déclaration des comptes SO de 2020. Et donc, l'idée de ce calendrier, c'est d'avoir les fonctionnalités essentielles, nécessaires et réglementaires cette année, prêt avant l'été. Donc, voilà, on vise le 30 juin 2021. Et donc, à partir du 30 juin 2021, il sera possible de créer des comptes, mais ça c'est déjà le cas, d'importer des comptes de manière massive. Je vous expliquerai aussi les deux approches pour la saisie. Il sera possible de déclarer ses bâtiments, il sera possible de déclarer ses consommations de 2020 et ses indicateurs d'intensité d'usage de 2020. À noter aussi que Opera est en ligne depuis, vous l'avez vu tout à l'heure, est en ligne depuis janvier 2020 avec on va dire deux types de fonctionnalités. La première qui est d'ouvrir un compte. On peut déjà ouvrir un compte. Il faut avoir un SIRET, mais vous pouvez d'ores et déjà ouvrir un compte et donner des mandats, par exemple, à différentes personnes qui souhaiteraient, qui auraient la possibilité de saisir des consommations pour votre compte. Et puis la deuxième fonctionnalité disponible, c'est un peu un ensemble de ressources documentaires. Vous avez tout un tas de documents en téléchargement. Donc n'hésitez pas à aller voir juste pour avoir l'information, d'une part. Et d'autre part, il y a une FAQ, là qui est plutôt gérée par le ministère parce que les questions qu'on a, elles tournent autour d'Opera, mais finalement elles tournent aussi et surtout autour de l'interprétation de l'arrêté. Donc il y a une FAQ qui est plutôt bien faite. Donc, je vous invite vraiment à aller voir parce que sans exagérer, je pense que 3 questions sur 4 qui nous sont posées, elles figurent dans les FAQ. Donc vraiment, c'est un outil vraiment important. Si vous ne trouvez pas la réponse, posez la question directement opera@ln.fr. Néanmoins, la FAQ, c'est déjà un ensemble de données et de réponses précieux. Là, je vous détaille plus les lots et les développements macro. Donc, je ne reviens pas sur les lots 1 et 1.1 qui sont déjà en fonctionnel, donc création de compte et attribution des droits. On travaille donc sur les lots, essentiellement lots 2 et 3, donc avec l'idée de fournir ça au mois de mai et juin. Donc, je vous disais, d'abord saisi des éléments bâtimentaires qui décrivent une structure, elle a tel lot, soit est-ce que je suis propriétaire, est-ce que je suis locataire, dans ce lot-là, il fait quelle surface, et quelle catégorie, sous-catégorie j'y exerce dedans. Voilà, il y a l'ensemble de ces données-là à saisir pour les bâtiments. Et puis, donc, j'y reviendrai après, mais aussi la création de comptes en masse. Juste après, je vous dirai les deux philosophies de cette saisie. Et à partir du lot 3, mais juste un mois après, vraiment, l'idée, tout va arriver un petit peu juste avant l'été, la saisie des consommations. Pareil, soit manuellement, soit via l'import de fichiers CSV. Et donc là, par consommation, on entend bien consommation de 2020 et les indicateurs d'intensité d'usage de 2020. On aura, d'ici le 30 septembre, pas l'obligation d'aller déclarer son année de référence. Vous voyez que ça, c'est géré plutôt en lot 4, donc en fin d'année. On n'aura pas besoin d'aller déterminer son objectif. Modulé, vous savez, ça sera déclaré plus tard, notamment pour la génération des attestations annuelles. Parce que une des fonctionnalités d'Opera, je ne sais pas si j'aurai le temps d'y rentrer dans les détails, mais c'est aussi de générer ces attestations pour dire voilà la consommation de référence du bâtiment, voilà où il doit aller en termes d'objectifs à 2030, 2040, 2050. Voilà les objectifs modulés que l'assujetti a déclarés, parce que vous savez aussi que vous pouvez moduler vos objectifs en fonction de ces indicateurs d'intensité d'usage.
Et à ce moment-là, l'attestation permet de juste, avec un point, de dire, voilà, en gros, le bâtiment il est en avance ou plutôt en retard sur son objectif, son premier objectif à 2030. Et voilà, j'en parlais juste avant, les deux modes opératoires possibles. Alors, il y a une première chose à faire, c'est d'aller ouvrir son compte sur Opéra, que vous soyez propriétaire ou locataire. Ça, c'est clair. La première chose à faire. Et après, vous voyez, il y a un peu deux philosophies pour saisir des bâtiments. La première, c'est via l'interface homme-machine. L'IHM, c'est vraiment le portail, hein, c'est utiliser, naviguer dans Opéra en ligne avec je déclare mon bâtiment, donc OK, un petit plus, j'appuie, je déclare une adresse de bâtiment, j'y mets la catégorie, sa surface, et tout ça se fait manuellement. D'accord ? Ou la deuxième philosophie de saisie, parce que finalement, il y a beaucoup d'assujettis qui ont des parcs immobiliers très importants. Imaginez un grand groupe qui a 500 000 m² de bâtiments partout en France. Il va avoir besoin de déclarer 50 bâtiments, ou une centaine, ou 20 ou 30, et il se dit, je ne vais pas faire ça là. Donc, il y a l'idée d'avoir, et ça c'est relativement nouveau, la possibilité d'importer massivement des données, que ce soit des données de compte, des données de bâtiment, des données de consommation, au travers d'un fichier CSV. Alors, fichier CSV, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier Excel un peu simplifié, qui est digérable par un certain nombre d'applications, dont Opéra. Et l'idée, c'est que vous faites un import en une fois. Donc, si je continue là-dessus, c'est que l'assujetti, il aura à sa disposition des fichiers Excel un peu formalisés, c'est-à-dire avec des noms de colonnes, des choses en gras, enfin, des choses qu'il pourra lire et facilement remplir à la main. Donc, là, je crée une ligne par bâtiment et je remplis toutes mes cases. C'est le fichier Excel officiel que vous retrouverez sur Opéra, sera équipé d'une petite macro qui vous permettra de générer le fichier CSV. Vous enregistrez le fichier CSV sur votre disque, vous allez vous connecter sur votre compte Opéra et là, vous faites charger le fichier CSV que vous avez créé. Donc voilà la fonctionnalité importante qui a été créée, qui est en cours de création depuis quelques semaines, quelques mois, parce que trop d'assujettis nous ont dit, non, j'ai trop de bâtiments, je ne vais pas faire ça là. Donc, il y a bien, on peut faire les mêmes choses sur l'IHM ou sur fichier CSV, mais évidemment, ça va plus vite en fichier CSV. L'idée aussi, c'est qu'une fois que vous avez importé votre fichier CSV, vous allez sur votre compte et vous allez voir, si tout se passe bien, et on croise les doigts, vous allez voir l'ensemble des bâtiments ou des comptes ou des consommations que vous aurez importés. Et à ce moment-là, vous pourrez les modifier si besoin. D'accord ? Il y a bien cette idée que ce qui est importé de manière massive, vous allez retrouver et vous pouvez le remanipuler sur l'IHM. Hein, c'est ce que j'ai écrit là, consultation, modification manuelle des données saisies via l'import CSV. Et donc, et pour réinsister, il y a bien cette idée d'ouverture de compte Opéra. Ça, c'est un peu obligatoire, que vous soyez propriétaire ou locataire. Hein, donc, vous voyez bien quand vous lisez l'arrêté que la responsabilité, elle est sur les deux. Hein. Et il y a, alors on ne le voit pas spécifiquement là, mais il y a bien cette idée que c'est d'abord le propriétaire qui doit déclarer les bâtiments. C'est de sa responsabilité. C'est-à-dire qu'un locataire qui va aller sur Opéra pour aller, il saisit son SIRET et il dit moi je veux déclarer un lot qui va avec mon SIRET, c'est-à-dire le local qui fait 2000 m² que j'utilise pour mes bureaux. Si le propriétaire de ce local à qui le loue n'a pas fait la déclaration en amont de ce bâtiment, il ne pourra pas aller plus loin. Donc, il y a vraiment cette idée, alors je ne sais pas si je l'ai mis dans l'idée d'un vrai dialogue entre le propriétaire et le locataire. Et c'est important, indispensable, et c'est vraiment l'esprit et la philosophie du texte. Parce que c'est toujours écrit le propriétaire, virgule, le cas échéant, le locataire. Donc, il y a vraiment cette co-responsabilité. Alors, il faut peut-être que je m'arrête. Là, vous avez, juste pour un titre d'information, les fonctionnalités de création de compte, quelques captures d'écran. C'est très simple pour l'instant, avec l'idée, pour l'instant, d'avoir un SIRET. Donc, on sait qu'il y a des structures, des sous-structures qui n'ont pas de SIRET. Donc, il y a évidemment cette possibilité-là, mais pour l'instant, dans les fonctionnalités actuelles, c'est bien celle-ci. Et l'idée aussi que pour l'instant, en termes de copropriété, le module n'est pas encore en mise en ligne, mais il y aura bien
le traitement de ces cas-là, quand on a une copropriété et aussi le rôle du syndic qu'on pourra donner à cette copropriété dans la saisie ou pas des données. Là, vous avez quelques écrans. Il y avait l'idée de, quand vous créez un compte, quand vous êtes propriétaire, par exemple, et vous pouvez créer des propriétaires occupants, vous pouvez créer un mandat à un tiers. Ce mandat, ça peut être un exploitant de chauffage ou une boîte d'énergie management à qui vous confiez un peu la gestion de vos fluides, de vos énergies. Vous pouvez lui donner un mandat, donc au travers d'un modèle d'attestation disponible sur le site. Vous donnez mandat à cette société-là et sur le site internet Opéra, vous lui donnez cette autorisation de remplir les consommations de groupe. Là, vous avez la liste des fonctionnalités déjà disponibles sur la création de compte, parce qu'il y a déjà évidemment plein de choses que Opéra effectue déjà. Voilà, j'en arrêterai là parce que, évidemment, en 15 minutes, ce n'est pas évident de faire le tour, mais voilà, si vous voulez retenir, c'est bien 2 philosophies de saisie, manuellement ou en apport massif. Propriétaire-locataire, c'est un dialogue indispensable pour la réussite du dispositif. Et puis, troisième point peut-être à retenir, c'est OK, 2021, il y a évidemment l'exigence du 30 septembre 2020 qui est toujours là, mais il y a évidemment quand même un certain principe de réalité pour les pouvoirs publics de se dire, voilà, vu la situation, vu les préoccupations aussi du moment des entreprises, par exemple, qui ne sont peut-être pas exactement celles de remplir Opéra, une certaine, de la souplesse. Donc voilà, on va être vraiment très ouvert dans la manière de saisir. On va être évidemment tolérant dans les formats des données qui seront transmises. Enfin, il y a cette idée vraiment d'apprendre collectivement, parce que là, on n'est pas sur un dispositif one-shot où tout s'arrête le 30 septembre de chaque année. On est vraiment sur un chemin entre aujourd'hui et 2050. C'est quand même rare d'avoir un dispositif qui soit aussi inscrit dans la durée. Donc, voilà, l'idée, c'est de bien mettre l'ensemble du parc tertiaire sur un vrai chemin d'économie d'énergie jusqu'à moins 60% en 2050. C'est bien ça l'idée. Donc, on ne va pas non plus être extrêmement exigeant là au 30 septembre 2021, première année de mise en place du dispositif. Merci beaucoup pour la présentation. Je vais poser quelques questions. Alors, on a une question sur les aides financières, ça on va y arriver juste après. On a une question, que signifie API fourni par Enedis ou autre? Je ne sais pas si c'était sur un de vos slides. Oui, tout à fait. Alors, API, application, le I, ça doit être interface, et le P, je ne sais plus. Alors, une API, qu'est-ce que c'est globalement? Alors, moi, je ne suis pas un informaticien, mais un API, on va dire que c'est un canal, une espèce de tuyau entre deux applications, entre Opéra, par exemple, et une API Enedis ou GRDF, qui fait que cette fonctionnalité qui sera disponible un petit peu plus tard permettra, à un moment, juste quand vous êtes sur Opéra, d'aller charger automatiquement les données, par exemple, d'un compteur, d'un point de livraison GRDF, parce que vous consommez du gaz, par exemple, dans votre bâtiment, ce qui fait que la donnée qui est disponible sur le site ou la base de données GRDF viendra se générer, se charger directement et automatiquement dans Opéra, sans passer vraiment par ce fichier CSV qu'on doit enregistrer et d'un côté et puis recharger de l'autre. C'est un petit peu plus automatique l'API. Mais globalement, c'est ça, c'est un moyen de communication entre diverses applications métiers. Et leur objectif, c'est de simplifier la vie de l'assujetti, qu'il y ait le moins de clics possible à faire. Et dans le même esprit, est-ce que cette connexion pourra être faite avec les plateformes Virtuose, notamment les CEP qui utilisent cette plateforme-là? Alors, actuellement, à terme, oui. Évidemment, beaucoup d'organisations différentes vous posent ces questions-là en disant moi, j'ai tel outil, est-ce qu'on va pouvoir communiquer? Pour l'instant, le parti pris, c'est que le fichier CSV, c'est un peu le langage universel qui permet quand même de faire communiquer un maximum d'applications. Donc, Virtuose devra, à terme, soit complètement ou automatiquement charger ce CSV, mais ça, je pense que ça nécessite évidemment des évolutions dans l'outil en lui-même.
Mais après, Virtuos, s'il fait des exports Excel, je pense que c'est un bon moyen de remplir de manière relativement automatique le fichier Excel qui ensuite vous permettra de créer le CSV. Donc, évidemment, la connexion, elle n'est pas automatique, mais je pense que vous comprendrez bien qu'avec les arrêtés qui sortent, le dernier est sorti quand même en janvier avec les tables, Opera, en 3 mois, ne peut pas sortir la totalité des fonctionnalités, même les plus. Enfin, on ne peut pas gérer autant de développement en parallèle pour être prêt pour, on va dire, le juin 2000 de cette année. Donc, on a fait ce choix d'un fichier un peu universel sous format CSV. D'accord. On a une autre question, c'est par rapport au mandat. Est-ce que c'est un mandat qui est fait pour un bâtiment? Par exemple, est-ce qu'une commune peut faire un mandat pour tous ses bâtiments d'un coup? Il faut faire un mandat pour chaque bâtiment qui est entré sur la plateforme? Non, ce sera un mandat pour plusieurs bâtiments si le souhait. Ça peut être sur plusieurs lots ou sur un lot en particulier. Donc oui, il y a cette possibilité de déterminer le périmètre du mandat. D'accord. Autre question par rapport aux méthodes de calcul. Est-ce que si on fait le choix de choisir la méthode de calcul en valeur absolue, est-ce que c'est possible de le changer par la suite ou une fois que c'est choisi, on ne peut plus changer les deux méthodes? Alors ça, typiquement, ce n'est pas une question Opera en soi. C'est vraiment une question sur l'arrêté et le décret. Donc oui, il y aura cette possibilité, mais je crois que dans la FAQ, il doit y avoir quelque chose là-dessus, mais en tout cas, toute modification de l'objectif, c'est possible, mais ça doit être justifié. C'est ça qui est important. C'est qu'à un moment, et c'est pour ça aussi qu'Opera a cette fonctionnalité de récupérer les dossiers techniques. C'est-à-dire que si vous modulez votre objectif, vous devez le justifier. Donc oui, globalement, évidemment, vous pouvez modifier l'objectif, mais si vous le revoyez à la baisse, il faut pouvoir le justifier si à un moment les services font ce contrôle en 2030, parce que les produits contrôle n'arriveront pas en 2030, il faudra pouvoir le justifier. D'accord. Il y a peut-être une dernière question. Au moment où on aura rentré la consommation de référence, imaginons qu'on choisisse par exemple 2012, est-ce qu'il faudra entrer toutes les consommations depuis 2012 ou est-ce que uniquement l'année de référence suffira, puis l'année 2020, etc. Oui, c'est bien ça. C'est vraiment, vous déterminez donc une année de référence au plus tard en 2010. Pour se dire, on ne va pas aller prendre la consommation d'il y a 20 ans pour se dire, j'ai déjà fait 50% de l'objectif, donc c'est bien. Non, donc c'est au plus tard 2010. Et c'est bien cette consommation-là de cette année-là. Entre 2010, par exemple, et 2020, il n'y a pas besoin de remplir l'intégralité de ces données-là de consommation. Ok. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Je vais regarder. Alors, si on a une question, exemple d'un gymnase plus stade asservi sur les mêmes installations électriques, comment est-il prévu de scinder les deux pour établir une consommation de référence plus le suivi? Alors, ça, c'est une question. En fait, il y a des valeurs étalons qui permettent à un moment de redéterminer en fonction de la surface de chacun des bâtiments ou des lots associés à un point de livraison unique qui permet de faire un peu ce prorata de répartition de consommation. Mais si cette question elle est posée, il ne faut pas se dire qu'une commune qui a un ensemble de bâtiments va devoir faire respecter le décret tertiaire sur chacun de ces bâtiments. Il y a cette idée qu'une unité fonctionnelle comme une commune, qui a un parc composé de plusieurs bâtiments, le respect de la réglementation, le respect de l'objectif, il se fait sur l'ensemble de son parc. Donc finalement, d'avoir le détail de la consommation entre le gymnase et la mairie n'est pas absolument obligatoire. Après, c'est important de l'avoir parce que l'idée que si on veut progresser et se dire il faut que je fasse la rénovation de mon gymnase, il faut se dire de savoir un peu combien il consomme, savoir s'il est plutôt bon ou pas bon, c'est quand même un prérequis. Donc l'idée à terme, c'est d'équiper, se dire
Bon, bah, OK, globalement, au début, cette année, bah, j'ai un compteur, j'ai 2-3 compteurs pour 15 bâtiments. Donc, c'est bon, mon objectif, je le tiens, j'ai l'engagement réglementaire, il est là. Mais à terme, si je me mets vraiment, et c'est ça la philosophie du dispositif, c'est vraiment de mettre le sujet de la conso de son parc à l'heure du jour. Et les premières étapes, c'est peut-être de se dire, eh ben, je vais mieux compter, donc je vais rajouter juste un compteur sur mon gymnase, et là, m'apercevoir que sur ce point de livraison qui était sur 2 bâtiments, bah, 80% c'est pour le gymnase. OK, donc ça veut dire que je vais travailler quand même plus fortement mon gymnase, et c'est là-dessus qu'il va falloir que je fasse un effort. Donc, vous voyez, c'est ça aussi l'idée, c'est que plus vous serez précis, une commune, par exemple, sera précise dans la connaissance de ses consommations, et plus elle saura où intervenir pour faire les économies d'énergie, tout simplement. Ça peut paraître basique, hein, mais c'est quand même déjà ces premières conséquences positives d'un dispositif tel que l'énergie tertiaire, c'est de connaître ses consommations. Mais écoutez, je pense qu'on a répondu à toutes les questions pour le moment. Merci beaucoup pour votre intervention. On va passer à la présentation de l'ALEC Pleine Commune avec Mamourou Samassi. Tu peux partager ton écran. Oui. Ok, normalement, vous voyez mon écran. Est-ce que vous m'entendez? Non? Okay. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ah si, c'est bon. Ok, très bien. Il n'y a pas de souci. Ok, merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à nos homologues de l'ALEC 50 ans Yvelines et à l'association Énergie Solidaire de nous avoir proposé ce partenariat. Donc, je suis Mamourou Samassi, je suis en charge de l'accompagnement des politiques publiques et privées à l'ALEC de Pleine Commune. Et parmi ces politiques publiques et privées sur lesquelles je travaille, il y a le sujet du tertiaire. Je vais vous faire une présentation en 3 parties. Une première avec les enjeux du décret tertiaire sur le département des Yvelines, que je vais présenter de façon très succincte. Une deuxième partie sur les enjeux spécifiques au territoire de Pleine Commune qui nous ont amenés à travailler sur ce sujet avant que ça devienne une des missions officielles du SAR, qui est donc le service d'accompagnement à la rénovation énergétique. Et puis une troisième partie sur les financements que vous pouvez mobiliser pour agir sur votre patrimoine, que ce soit pour le changement d'équipement ou des actions sur le bâtiment. Alors, brièvement, le parc tertiaire du département des Yvelines, c'est-à-dire le parc tertiaire qui est situé sur le territoire, c'est plus de 25 millions de mètres carrés. Ça représente à peu près 11% du parc tertiaire francilien. Les surfaces concernées par le décret tertiaire, donc celles qui sont obligées de mener des actions parce qu'elles font plus de 1000 m², c'est 1/3 des surfaces tertiaires départementales. Et si on se pose la question de savoir quels sont les actifs concernés, on se rend compte qu'il s'agisse des bâtiments ou des surfaces, les actifs qui ressortent en premier, c'est les commerces et les bureaux. Qu'est-ce qui nous a amené à travailler sur ce sujet à Pleine Commune? Alors, déjà, situons le territoire de Pleine Commune. C'est un territoire au nord-est de Paris, en première couronne, et composé de 9 villes situées en Seine-Saint-Denis. Pour nous situer par rapport aux Yvelines, nous sommes plutôt à l'est. Les enjeux du parc tertiaire à Pleine Commune, c'est quoi? C'est qu'en 12 ans, entre 2005 et 2017, on a un parc qui a augmenté de 92%. À cela s'ajoute le fait qu'on attend d'ici 2024 les Jeux olympiques et paralympiques qui vont se dérouler plutôt en Seine-Saint-Denis et en bonne partie sur Pleine Commune. Donc, il y a un certain nombre d'infrastructures tertiaires qui sont attendues par rapport à ça, que ce soit des équipements sportifs ou même des programmes de bureaux.
Et à cela s'ajoute le fait que sur le territoire, on a une programmation qui projette d'ici 2030 plus de 1,7 million de mètres carrés supplémentaires de bureaux, ce qui correspond à la moitié de la défense. Donc, compte tenu de ce développement économique territorial très centré sur le tertiaire, la question qui s'est posée, c'est quelles sont les implications énergétiques, notamment au regard du décret tertiaire. Donc, nous avons commencé à travailler sur le sujet en 2017 et en 2019, nous avons livré ce document où vous trouverez un état de l'art sur le sujet du tertiaire au niveau local, mais aussi en France de façon plus générale. Vous y trouverez aussi des dispositifs et des outils pour mener à bien vos projets, des retours d'expérience qui se sont déroulés en Île-de-France ou ailleurs, et un plan d'action qui est différencié selon qu'on agisse sur le tertiaire privé ou le tertiaire public, et selon qu'on soit locataire ou propriétaire de son bien. Venons-en maintenant au financement que vous pouvez mobiliser pour agir sur votre patrimoine. Donc, j'ai découpé ça en plusieurs sections, les financements spécifiques au tertiaire public, ceux qui sont spécifiques au tertiaire privé. Et puis, vous verrez, j'ai découpé ça aussi en partie, c'est-à-dire il y a des choses qui relèvent de la subvention, d'autres qui relèvent des prêts et d'autres qui relèvent de la prestation. Donc, première subvention que vous devez être un certain nombre à connaître, c'est la DSIL, donc dotation de soutien à l'investissement local. Cette année, elle est dotée de 950 millions d'euros supplémentaires dans le cadre du plan de relance, 950 millions d'euros supplémentaires qui ont vocation à financer des travaux d'isolation ou l'amélioration des équipements énergétiques. C'est une subvention qui peut être utilisée par les communes, les EPCI et les conseils départementaux, et elle est en priorité fléchée vers les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les communes rurales. Je ne peux pas vous donner de montant exact parce que ça va dépendre du projet que vous voulez mettre en œuvre et de vos capacités de financement. Et en ce qui concerne les projets mis en œuvre, il doit viser un gain d'économie d'énergie d'au moins 30% pour une mise en œuvre au plus tard à la fin de cette année et une livraison au maximum un an plus tard. Autre subvention à votre disposition en tant qu'acteur public, l'appel à manifestation Charme de la FNCCR, qui a pour objectif la rénovation du patrimoine public du secteur médico-social. Pour en bénéficier, il y a deux éléments. Il y a la question de la taille de la collectivité, mais il y a aussi le fait d'être dans un groupement qui va inclure plusieurs partenaires. Il peut s'agir d'une collectivité qui s'allie à son syndicat d'énergie ou à son ALEC. Et en fait, les exemples qui ont été mis là le sont à titre indicatif, mais c'est à chaque territoire de définir son partenaire le plus pertinent pour réaliser le groupement. C'est une subvention qui va permettre de financer des postes d'économie de flux, des outils de suivi de consommation et la réalisation d'études. Et le montant maximum par membre de groupement est fixé à 250 000 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi dans le détail un montant maximum fixé par type d'action que vous allez mener. Par exemple, pour financer des postes d'économie de flux, le montant maximum est de 120 000 euros. Et pour l'ensemble du groupement, la subvention ne peut pas dépasser 1 million d'euros. Vous pouvez encore déposer vos candidatures jusqu'au 21 mai 2021 et cette subvention va couvrir les dépenses qui seront effectuées entre la signature de la convention et le 20 septembre 2023. Autre subvention, celle de la Banque des territoires pour réaliser des études qui vont vous permettre de connaître votre patrimoine et qui vont vous permettre d'élaborer des stratégies de type stratégie patrimoniale ou stratégie de transition énergétique sur votre patrimoine. Vous pouvez avoir deux types de financement, un cofinancement à hauteur de 50% maximum et puis un financement à 100% lorsqu'un consultant expert et envoyé pour réaliser les études. Venons-en maintenant aux prêts. À la Banque des territoires, il y a aussi ce qu'on appelle l'Intracting. Qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui va vous permettre de financer toutes vos actions d'économie d'énergie qui ont un temps de retour sur investissement inférieur à 13 ans.
Donc, il est accessible notamment aux collectivités territoriales et c'est un prêt qui peut couvrir jusqu'à 100% de vos besoins de financement avec un maximum fixé à 5 millions d'euros. Pour en bénéficier, vous devez disposer en tant que collectivité d'un économe de flux qui va contribuer à la définition du projet et qui va pouvoir le suivre tout au long de sa réalisation. C'est pour la Banque des Territoires une certaine façon de s'assurer de la qualité du projet. Et à cela s'ajoute un autre élément qui est la création d'un fonds qui va sanctuariser les économies financières réalisées grâce aux économies d'énergie. L'idée étant que les économies financières de ce fonds soient réinvesties sur d'autres actions d'économie d'énergie, dans une logique de boucle vertueuse. Autre prêt à votre disposition pour terminer, le prêt GPI Ambre, qui là, à la différence du prêt Intracting présenté plus tôt, va financer des actions qui ont un temps de retour sur investissement plus lent. Ça va par exemple être des actions d'isolation. Il faut qu'il y ait un gain d'économie d'énergie attendu d'au moins 30%, et idem que pour le prêt Intracting, il va permettre de financer, dans certains cas, jusqu'à 100% de vos besoins. Il est notamment ouvert aux collectivités territoriales et pour en bénéficier, il faut avoir réalisé une étude de performance énergétique avant travaux et mettre en place un outil de suivi de consommation ou avoir un dispositif de suivi de vos consommations énergétiques qui peut par exemple être un compteur. J'ai terminé en ce qui concerne les financements spécifiques au tertiaire public. Maintenant, en ce qui concerne le tertiaire privé, ce sont les financements dédiés que je vais vous présenter, mais c'est aussi des financements que, en tant qu'acteur public, vous pouvez promouvoir, que vous soyez élu ou que vous soyez en charge d'une direction du commerce ou du développement économique. Vous pouvez promouvoir ces outils dans le cadre de stratégies territoriales. Je reviendrai plus tard sur notre retour d'expérience là-dessus. Donc, première subvention à destination des TPE et des PME, le crédit d'impôt pour la rénovation énergétique qui a été mis en place dans le cadre du plan de relance. Il a vocation à financer des travaux d'isolation, mais aussi tout ce qui est amélioration des équipements énergétiques, qu'il s'agisse des systèmes de chauffage, de refroidissement, de climatisation, de ventilation. Il va financer des travaux réalisés entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 et son montant maximum est de 20 000 € dans la limite de 30% des dépenses éligibles. Pour en bénéficier, vous devez faire réaliser les travaux par un artisan RGE, donc reconnu garant de l'environnement. Vous pouvez trouver sur le site des espaces verts une base de données qui répertorie les artisans RGE par type de travaux qu'ils réalisent, mais aussi par type de territoire. Les prêts à disposition donc des entreprises. Donc ici, je vous présente le prêt économie d'énergie de la BPI, qui est à disposition des TPE et des PME qui existent depuis plus de 3 ans et qui va permettre de financer l'amélioration d'équipements d'efficacité énergétique. C'est un prêt qui va de 10 000 à 500 000 € et je ne l'ai pas indiqué ici, mais il est dépendant de vos fonds propres ou de vos fonds quasi propres. Je reviendrai en détail sur tout ça s'il y a des questions par la suite. Ce que j'appelle maintenant les prestations, donc commençant par le DIAG Ecoflux qui est aussi porté par la BPI. Qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui va vous permettre de réaliser des économies de fluide et de matière. Donc, qu'est-ce qu'on entend par fluide? C'est l'eau et l'énergie, et par matière, donc c'est les matières premières dont vous avez besoin pour votre activité, mais aussi les déchets que vous produisez. Comment ça va fonctionner? Ça passe par l'envoi sur site d'un expert qui va venir d'une certaine façon diagnostiquer les économies réalisables et pendant 1 an, il va vous accompagner dans leur mise en œuvre. Et au bout d'1 an, il y aura une évaluation et cette prestation, elle coûte entre 1 000 ou 1 500 € en fonction de vos effectifs, sachant qu'elle est à disposition des entreprises qui ont entre 20 et 250 salariés. Autre outil que je qualifie de prestation qui là va vous permettre de connaître votre patrimoine, le dispositif Perf Énergie qui est porté par la Chambre de commerce et d'industrie,
En fait, c'est un audit énergétique qui est à destination des PME. Donc, un dispositif qui va vous permettre de connaître votre patrimoine, mais qui, en plus, vous permettra un accompagnement sur la recherche de financement, mais aussi la possibilité de mise en œuvre de l'ISO 50001, qui est une norme de management de l'énergie. Venons-en maintenant au financement commun aux acteurs publics ou privés. Première subvention, donc c'est une subvention européenne qui s'appelle ELENA. Je ne me souviens plus de ce que signifiait l'acronyme. Il a vocation à financer les actions d'efficacité énergétique sur les bâtiments non résidentiels, donc les bâtiments tertiaires. Mais pas que, mais il finance aussi ça. Il va permettre le financement de tout ce qui est études techniques, études de marché, ingénierie financière, mais aussi il va permettre de financer des postes. Par contre, pour en bénéficier, en général, il faut viser des programmes d'investissement de plus de 30 millions d'euros. Et ce qui est encouragé, c'est aussi de grouper plusieurs projets. Il va permettre de financer jusqu'à 90% des coûts sur une période de 3 ans. Dernière subvention commune aux acteurs du tertiaire privé et public, les certificats d'économie d'énergie. Je l'ai présenté de façon très succincte parce que selon qu'on soit un acteur privé ou public, il y a des différences dans lesquelles je rentrerai s'il y a des questions. Mais pour résumer, c'est un dispositif qui va financer vos actions d'économie d'énergie et son montant va dépendre de 2 choses. Une première, c'est les actions que vous allez engager parce que selon que vous fassiez de l'isolation ou que vous fassiez un calorifugage de vos tuyaux, vous n'allez pas bénéficier du même montant. L'autre élément dont ça va dépendre, c'est sa valeur sur le marché. Il y a un marché des certificats d'économie d'énergie où la valeur du C2E varie dans le temps. Donc, selon le moment où vous allez choisir de valoriser les actions que vous avez menées, vous n'aurez pas le même financement. Pour terminer, quelques éléments clés quand même pour bien réussir vos projets. Donc, premier élément, en amont de votre projet, l'idéal, c'est quand même de prendre contact avec votre espace FAIRE. Donc, en ce qui concerne les Yvelines, c'est Énergie solidaire et l'ALEC Saint-Quentin en Yvelines qui organise ce séminaire aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous allez trouver dans nos espaces? Donc, vous allez trouver une certaine expertise et aussi la possibilité de prendre du recul sur votre projet et à le voir dans sa globalité. Pour donner un exemple, récemment à l'ALEC de Plaine Commune, j'ai été contacté par un acteur du tertiaire privé qui, pour des raisons d'inconfort thermique, voulait changer ses fenêtres. Eh bien, je l'ai aidé à prendre du recul en lui faisant comprendre que le bâtiment, c'était un tout, qu'il y avait les fenêtres, il y avait le système de chauffage et que peut-être que dans une logique globale, effectivement, le changement de fenêtre était pertinent avant le changement du système de chauffage parce que sinon, à un moment donné, on pouvait se retrouver avec un système de chauffage surdimensionné par rapport à nos besoins. Autre élément indispensable pour bien réussir son projet, c'est la connaissance de son patrimoine. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est le nombre de bâtiments que vous avez, leur usage, le nombre de mètres carrés et les évolutions patrimoniales envisagées, qu'il s'agisse de sites supplémentaires que vous allez rajouter à votre patrimoine existant ou de sites que vous allez démolir. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que le décret tertiaire, il porte à la fois sur le bâtiment, mais il porte aussi sur l'ensemble du parc tertiaire. Quand on parle des objectifs de moins 40% d'ici 2030, on parle bien du parc tertiaire dans sa globalité. En tout cas, le parc tertiaire qui est soumis à cette obligation. Parce que, comme c'était dit précédemment, il y a certains secteurs spécifiques qui en sont exclus, comme les cultes ou les secteurs de la défense. Ensuite, bien connaître son patrimoine d'un point de vue énergétique. Donc, en général, ça va passer par des factures qui vont permettre de connaître à la fois vos consommations, mais aussi les montants que vous payez, mais aussi le type d'énergie que vous consommez. Est-ce que vous êtes chauffé au gaz, à l'électricité, au fuel?
pour vos activités, par exemple dans la restauration, qu'est-ce que vous utilisez comme énergie? On va peut-être être plutôt sur du gaz. Donc, tout ça, ce sont des éléments à connaître. Et connaître aussi son patrimoine d'un point de vue énergétique, ça va passer par un audit, par exemple. Et donc, la connaissance aussi des aspects énergétiques de votre patrimoine. Qu'est-ce que j'entends par là? En général, un bâtiment, il y a un prestataire qui s'occupe de la maintenance du système de chauffage. Et notamment dans les collectivités, ce prestataire, il est parfois partie prenante de contrats qui obligent à des travaux tous les ans ou tous les 2 ans. Donc, ça, c'est des éléments à connaître pour savoir ce que vous avez déjà à votre disposition et ce qu'il va falloir rajouter pour mener un projet dans sa globalité. Et pour terminer, il faut que ce soit une démarche qui soit absolument partagée par les élus et la direction, sinon c'est juste impossible à faire. Et puis par les propriétaires, notamment dans le cas où c'est des actions qui vont toucher à l'immeuble et que vous êtes locataire. J'en ai terminé pour cette présentation. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Petit point pour terminer sur ce que nous avons proposé sur notre territoire, mais qui n'a pas encore été mis en œuvre. Donc, suite à la réalisation du document que je vous ai présenté précédemment, on a proposé aux différentes instances de notre territoire d'agir par secteur, c'est-à-dire faire des actions collectives en ce qui concerne les secteurs du commerce, en ce qui concerne le secteur des bureaux. Et en fait, on est parti sur l'idée d'action collective parce que à l'agence, on est à peine 8, dont 2 à travailler plus ou moins à temps plein sur cette question du tertiaire. Et clairement, vu la quantité d'entreprises qu'il y a sur notre territoire, on ne peut pas aller taper à la porte de chacune d'entre elles. Donc, l'idée, c'était de s'appuyer sur les différentes directions du commerce des villes, mais aussi de l'intercommunalité, pour faire des actions ciblées qui vont toucher à la fois les acteurs du tertiaire public, mais aussi les acteurs du tertiaire privé, et qui vont permettre aussi une sensibilisation, et derrière, pour ceux qui veulent aller plus loin, de mener des actions d'études sur leurs projets, de rechercher des financements adéquats pour leurs projets. Donc voilà, il y a 2 briques. Une première brique, sensibilisation en s'appuyant sur les structures existantes qui travaillent déjà avec ces acteurs-là. Et puis une deuxième brique qui permet d'aller plus loin avec chaque acteur individuellement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci beaucoup pour la présentation. On avait une question, existe-t-il un annuaire des consultants experts qualifiés et quels sont les coûts de ces missions? Un annuaire des consultants experts qualifiés. Alors, ce que je peux vous dire donc, en tant qu'Alex, c'est ce que j'ai déjà dit sur l'annuaire RGE, donc reconnu garant de l'environnement. C'est un annuaire qui regroupe des artisans qui bénéficient d'un label du ministère de la Transition écologique qui attestent qu'ils sont, pour résumer, en capacité de mener des travaux de qualité dans un certain domaine. Et donc, cet annuaire, il existe sur le site des espaces FAIRE. Je crois que l'adresse, c'est faire.gouv.fr. Et donc, comme je vous le disais, dans cet annuaire, vous allez trouver des artisans à la fois par territoire, mais aussi par type de travaux. Et ça peut être intéressant, notamment dans le cadre du premier financement que j'ai présenté, qui était la subvention de la DSIL, qui est conditionnée. Alors, non, pour être plus exact, elle n'est pas conditionnée, mais il est fortement encouragé que les actions soient menées par des artisans locaux. Donc, à travers les espaces FAIRE, vous allez potentiellement trouver là des ressources pour définir quels sont les artisans sur votre territoire en capacité de mener certains travaux. Et du coup, concernant les coûts, je ne peux pas vous donner de coûts particuliers. Je pense que le coût dépend à la fois de la structure que vous allez solliciter, mais aussi des travaux que vous allez engager. Et puis, en fonction des territoires, il peut y avoir des coûts qui sont différents. Par exemple, ici, à Plaine Commune, par rapport à l'arrivée
des Jeux Olympiques et donc aussi des gares du Grand Paris et tous les travaux qui sont menés sur le territoire, on a aujourd'hui des coûts pour certaines actions qui sont plus élevés que ce qu'on avait avant toutes ces programmations, notamment sur des projets de construction neuve. Donc voilà, le coût va dépendre des actions que vous menez, des artisans que vous allez solliciter, de vos spécificités territoriales. Donc je ne peux pas vous donner de coût, mais en tout cas, vous pouvez trouver des artisans sur les sites des espaces verts. Merci Mamoru. Moi, j'avais une question par rapport justement à la méthodologie que vous avez mis en place. Tu as dit que ça n'avait pas encore été mis en place. Est-ce que vous avez une vision aujourd'hui un peu plus claire, notamment peut-être avec le changement des groupes municipaux dans les communes? Est-ce que vous voyez une perspective par rapport à la mise en place du coup de votre méthodologie? Sur le tertiaire privé, clairement, c'est très compliqué pour une raison toute simple qui est la période Covid. En fait, ce plan d'action, on l'a proposé en 2019. 2020, les élections municipales ont beaucoup impacté cette activité tertiaire à l'agence. Et en plus des élections municipales qui se sont étirées sur la durée, il y a eu le Covid. Et très clairement, aujourd'hui, à notre sens, il est compliqué d'aller sur ce terrain-là vis-à-vis des TPE, des PME ou même des grands groupes du territoire, parce qu'on a eu une période où une bonne partie des salariés sont en télétravail. Du coup, les réflexions sur le parc tertiaire, notamment le parc de bureaux, elles sont d'un autre ordre que celles de la rénovation énergétique. C'est plutôt des réflexions pour certains acteurs de diminuer le parc de bureaux qu'ils ont. Pour d'autres, c'est plus de développer ce qu'on appelle le flex office, c'est-à-dire que les salariés n'ont pas de bureau fixe. C'est un peu premier arrivé, premier servi. Pour d'autres, l'idée est de s'engager davantage dans le télétravail. Et si je prends d'autres acteurs du tertiaire que sont les cafés ou les restaurants, aujourd'hui, ils sont fermés. Donc, ou alors, s'ils sont ouverts, ils font de la vente à emporter. Mais pour en avoir discuté avec eux, pour la plupart, cette vente à emporter, elle représente qu'une très faible part de leur chiffre d'affaires quotidien lorsqu'ils peuvent ouvrir. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour eux, ce n'est pas du tout les questions énergétiques. Donc les acteurs avec lesquels on arrive à travailler sur ce sujet, c'est plutôt les acteurs publics, et notamment à travers des AMI comme celle de la FNCCR que je vous ai présentée plus tôt. Mais on est dans une phase où quand même, sur la question du tertiaire, ça reste assez compliqué de mener des actions d'envergure. Et pour donner un retour d'expérience sur le tertiaire privé, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est sollicité par des acteurs privés, mais en fait, on va jusqu'à la phase de conseil et on ne va jamais au-delà parce qu'en général, c'est des acteurs dont ce n'est pas la priorité, parce que leur secteur d'activité est autre, ou parce qu'ils se rendent compte que finalement, les financements ne sont pas à la hauteur de leur attente et donc ils ne vont pas aller jusqu'au bout. Donc voilà, on est face à une situation sanitaire qui complique la donne, mais aussi des problèmes de fond sur ce sujet-là qui rendent difficile le passage à l'action. Mais ce qu'on arrive à faire jusqu'à présent, c'est aller jusqu'à la phase conseil, que ce soit avec les acteurs privés ou les acteurs publics. Et en ce qui concerne le déploiement d'actions d'envergure en fonction du commerce, des acteurs publics ou des bureaux, pour l'instant, on n'y est pas. D'accord. Je vois. Donc, au final, en fait, le décret tertiaire, ce nouveau décret, c'est aussi une manière de propulser toutes ces dynamiques qui ont été engagées, mais qui malheureusement ont du mal à rentrer dans le vif du sujet, quoi. Complètement. Pour nous, ça a été une véritable opportunité, notamment par rapport aux enjeux du développement tertiaire sur notre territoire. Quand on a commencé à travailler sur ce sujet, le décret n'était pas encore sorti. Et l'idée, c'était de travailler en anticipation de l'arrivée du décret. Et pour nous, ça a clairement été, on va dire, une aubaine, ce décret, pour venir appuyer notre action de sensibilisation, de conseil aux acteurs du territoire. D'accord,
Très bien. Merci beaucoup, Mamoru, pour ta présentation et ton retour d'expérience qui, du coup, permet un peu de mettre des actions derrière tous ces financements et toutes ces préconisations. Nous aimerions, pour finir, si M. Marconneau est encore là, lui poser quelques questions qu'on n'avait pas pu poser tout à l'heure parce qu'on avait peur par rapport au timing. Voilà, notamment par rapport… donc Aurélie, je peux te laisser lui poser la question. Oui, alors on avait une question par rapport au potentiel passage à 500 mètres carrés pour l'assujettissement des bâtiments. Est-ce qu'on a des nouvelles par rapport à ça ou c'est quelque chose qui a été abandonné? Alors, abandonné, je ne sais pas, mais ce n'est pas dans l'actualité en tout cas. D'accord. Peut-être une question pour bien préciser au niveau de l'unité foncière. Les surfaces qu'on prend en compte, c'est la somme des bâtiments qui sont sur des parcelles qui sont conjointes, enfin qui sont jointes. Oui. Alors, vous avez sur la FAQ, vous avez un paragraphe entier sur la notion d'unité foncière et de site. Je vous invite à aller le consulter, c'est directement, hein, parce que c'est assez, enfin, c'est pas si facile en fait. La notion de site n'est pas si évidente à appréhender. Donc, il y a un gros paragraphe qui détaille ça sur la FAQ. C'est au tout début, de la plateforme. Est-ce que vous voulez que je partage mon écran de la FAQ? Je l'ai devant les yeux là. Oui. Oui, j'ai lâché la main. Oh, attendez. Hop. Partager. Voilà, là je suis sur la FAQ. Et vous avez tout ce qui est site et notion de site avec je retrouve. C'est sur les surfaces. Comme ça. Ça peut marcher. Voilà. Non, mais je ne retrouve pas facilement là, mais au tout début, il y a. Désolé, c'est en direct, il faut que je retrouve où c'est. Ça doit être là dans la première. Voilà, précision sur la notion de site, ici. Vous avez tout ce qui est sur la surface, en fait, dans la FAQ A1, bâtiment concerné par le décret tertiaire, vous avez des explications sur les sites. D'accord. Ouais, de manière générale, n'hésitez pas à aller consulter cette FAQ sur le site de l'ADEME, Opérat de l'ADEME. Et qui est mise à jour régulièrement. Ouais, c'est très complet. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Si des participants ont des questions, vous pouvez toujours les poser dans l'onglet Q&R. Mais je pense qu'on a répondu déjà à pas mal d'interrogations. Et si des questions viennent après coup, de toute façon, vous pouvez aussi vous pouvez répondre. Et sinon, on peut aussi y répondre. Hein. Voilà, il y a une adresse mail en début de présentation. On peut essayer de répondre aussi aux questions si ça vient après coup. Voilà. Oui, si on a beaucoup de questions par la suite, on fera un mail groupé ou quelque chose. Oui, exactement. N'hésitez pas à voir les questions, les compiler. Puis on peut échanger sur le sujet après, oui, bien sûr. Voilà, effectivement, vous aurez du coup nos supports de présentation, les supports des 3 intervenants du coup d'aujourd'hui. Dessus, vous avez leurs coordonnées et sinon, vous pouvez passer par nous, donc soit l'ALEC Saint-Quentin en Yvelines, soit Énergie Solidaire pour toutes les questions du coup concernant ce décret. Voilà, on vous enverra tout effectivement pour que vous puissiez mûrir ce sujet dans votre esprit. Voilà. En tout cas, nous vous remercions du coup pour votre présence du coup en cette matinée. J'espère qu'elle vous a été utile
et qu'elle vous permettra du coup de respecter justement ce décret si vous êtes assujetti. Voilà Aurélie, je ne sais pas si tu veux donner un petit mot de fin. Ouais, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas effectivement à nous contacter, que ce soit Énergie Solidaire pour Nord-Yvelines ou la LEC de Saint-Quentin sur le Sud-Yvelines pour toutes vos questions qui sont liées à l'application et au respect des objectifs du décret tertiaire. Voilà. On est là pour ça, donc n'hésitez pas. Et merci à tous pour votre participation. Merci encore à nos intervenants pour avoir répondu du coup à notre appel et nous restons en contact si besoin. Merci, au revoir. Tout le monde, au revoir.